Les musulmans la surnommaient El Hamra, la rouge. Et à voir la lumière de l'aube exaltant l'ocre de ses fortifications, on comprend pourquoi. Cette ville, c'est un joyau. L'une de celles qui a le mieux réussi à conserver ses murailles de l'époque d'Al-Andalus, lorsque les musulmans dominaient une partie de la péninsule ibérique. En marchant dans ces rues, vous replongez 800 ans en arrière, et même parfois un peu plus, car un de ces édifices dissimule des trésors somptueux, des vestiges issus de temps très anciens, avant même que les musulmans n'aient foulé ce sol. Seulement, cette ville, elle est largement méconnue des touristes, parce qu'il faut savoir, ici, il y a simplement environ 60 à 70 000 personnes qui viennent chaque année, contre quand même plus de 2 à 3 millions pour Grenade et Cordoue, et même pour des villes secondaires comme Jerez, vous avez quand même 800 000 personnes qui viennent. Alors à quoi c'est dû? C'est dû notamment au fait que cette ville elle est assez excentrée à l'ouest de l'Andalousie, parce que aujourd'hui je me trouve donc à Niebla. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est qu'on découvre ensemble cette ville. Nous voici donc juste devant les fameuses murailles de Niebla. C'est vraiment une des villes qui a le mieux conservé son périmètre de fortification. Et vous avez de la chance avec notamment la couleur ocre qui ressort très bien avec le soleil qui vient tout juste de se lever. Et ces murailles, elles sont très puissantes puisqu'elles couvrent une superficie de 6 hectares, un périmètre de 2 km. Elles comptent quand même pas moins de 47 tours et elles ont une épaisseur de 2,20 m. Mais il faut savoir qu'avant ces murailles, il en existait d'autres. On sait déjà qu'à partir des 8e, 7e siècles avant Jésus-Christ, il y avait déjà des murailles qui ont été construites. Ensuite, à l'époque romaine, entre le 1er siècle avant Jésus-Christ et le 2e siècle après Jésus-Christ, il y a eu 2 enceintes qui ont existé à Niebla. À l'époque romaine, cette ville ne s'appelle pas Niebla, mais Ilipla. Mais alors vous allez me dire, de quand datent justement ces murailles actuelles? Elles datent des 12e, 13e siècles de la période almohade. Les Almohades, c'est une dynastie berbère nord-africaine, principalement possessionnée au Maroc, et qui a conquis Al-Andalus à partir de la fin des années 1140. Et c'est là notamment qu'on voit apparaître l'ancêtre du nom de Niebla, puisqu'à l'époque on l'appelait Labla, et plus précisément Labla El Hamra. Pourquoi El Hamra? Parce que El Hamra, ça signifie la rouge. Et je pense que vous voyez très bien pourquoi elle a acquis ce surnom. Et cette couleur ocre des fortifications, elle est due au matériau local qu'on a utilisé pour leur construction. Un matériau local qui est fait à la fois de calcaire, de fer et de cuivre. Et c'est d'ailleurs pourquoi le fleuve qui passe juste devant Niebla, il s'appelle le Rio Tinto. Traduction, le fleuve teinté. Mais je rappellerai aussi que cette couleur ocre des fortifications musulmanes, ce n'est pas une exception pour Niebla, parce qu'on a aussi le surnom de Al-Hamra qui a été donné notamment à l'Alhambra. Et quand vous regardez l'Alhambra au coucher du soleil depuis le Mirador Saint-Nicolas, c'est pareil, les murailles se couvrent de teintes orangées ou rouges. Quant aux trous que vous percevez sur les murailles, ils sont dus à une méthode de construction spécifique, celle du tapial ou en français du pisé. Elle consiste à ériger un bâtiment en empilant des coffrages en bois que l'on remplit de terre argileuse et d'un agrégat composé de gravier, de petits cailloux ou de débris de céramique que l'on mélange à de la chaux et de l'eau. Ainsi, les trous que vous remarquez correspondent à l'emplacement des traverses en bois maintenant le coffrage. Soit les ouvriers les ont retirés au fur et à mesure de l'avancée des travaux, soit ils les ont laissées et celles-ci ont fini par pourrir puis disparaître. Comme je vous le disais auparavant, le système défensif de Niebla compte parmi les mieux préservés d'Andalousie. C'est vrai pour ses remparts, jalonnés de 47 tours, mais aussi de ses portes. On en conserve 5, certaines dans un très bon état, et agrémentées de décors typiques de l'architecture almohade. Là, je me trouve justement devant la magnifique Puerta del Agua, donc la porte de l'eau, parce qu'elle avait un lien avec le système hydraulique de l'époque, avec le magnifique arc en fer à cheval que vous voyez ici. Et cette porte, elle a une particularité qu'on retrouve dans pas mal de l'architecture musulmane de cette époque-là en Al-Andalus, et je vais vous montrer pourquoi.
Donc vous l'avez vu, pour franchir cet accès, on a été obligé de faire un angle droit, ce qu'on appelle un passage en coude ou en recodo. Et ça, c'est intéressant. Pourquoi d'un point de vue défensif? Parce que ça oblige les potentiels assaillants à ralentir leur avancée. Et forcément, pendant que les assaillants ralentissent, eh bien, on peut leur tirer dessus ou on peut les combattre. Deuxième porte de Niebla, c'est une des plus belles, c'est la Puerta del Buey, la porte du bœuf. Alors pourquoi elle est très belle? D'abord, il y a toujours cet arc en fer à cheval, mais au-dessus, vous avez 3 arcs polylobés surmontés de ce qu'on appelle des alphises. C'est les encadrements que vous voyez juste au-dessus des arcs. Et là encore, vous allez le voir, on est face à une porte qui a un accès en angle droit, un accès en coude. Donc là, vous passez par là, et ensuite, voilà, on tourne à 90 degrés et on ressort. Troisième porte, la porte de l'embarcadère. Un nom évoquant son ancienne fonction, lorsque des barques s'amarraient non loin d'ici, sur les berges du Rio Tinto. Comme les autres portes de la ville, il s'agissait d'une porte doublée d'une tour, dotée d'un passage en coude. Bien que très endommagée aujourd'hui, elle possédait jadis des arcs en fer à cheval et un alphise, ainsi qu'une voûte en berceau dans son espace intérieur. Quatrième porte derrière moi, la Puerta del Socorro, la porte du secours. Et là encore, vous allez le voir, on a un passage en coude. Et enfin, la Puerta de Sevilla. Alors c'est une des plus belles portes de la ville. Vous ne le voyez pas ici, mais on va passer sur le côté et vous verrez les décors. Donc ici, comme sur la Puerta del Buey, eh bien vous avez ces 3 arcs polylobés qui surmontent l'arc en fer à cheval. Je me trouve actuellement juste à côté de l'Iglesia Santa Maria de la Granada, qui, vous le voyez peut-être, a quelques petites origines musulmanes. Et justement, on va entrer ensemble dès maintenant et vous allez découvrir son histoire. Vous le voyez derrière moi, déjà le patio de l'église est juste magnifique. Vous avez surtout conservé des arcs en fer à cheval, des arcs polylobés. Et il faut savoir que les éléments les plus anciens de l'époque musulmane de ce patio, ils remontent à la seconde moitié du Xe siècle et au début du XIe siècle. C'est-à-dire qu'on est en pleine période califale omeyyade. Et ça veut dire quoi aussi? Ça veut dire évidemment que cette église, avant d'être une église, eh bien c'était une mosquée. Et notamment la mosquée principale de la ville. Mais attendez, parce qu'il y a d'autres surprises qui nous attendent à l'intérieur. Concernant les vestiges musulmans, l'église conserve aussi le mihrab de l'ancienne mosquée, un élément indiquant le sens de la Mecque vers lequel les musulmans se tournent pour prier. La conversion de la mosquée en église s'effectua en février 1262, après la conquête de la ville par les troupes castillanes. Niebla avait alors vaillamment résisté à un siège de 9 mois, mais son dirigeant, Shu'aib ibn Muhammad ibn Mahfouz, avait fini par céder, sans doute encouragé par les rentes et les terres que lui offrait Alphonse X de Castille en échange de sa reddition, une retraite dorée en quelque sorte, que Shu'aib accepta volontiers. Toutefois, la conversion de la mosquée en église ne changea pas grand-chose à sa disposition, hormis une nouvelle orientation et l'apparition d'un autel. Ce n'est qu'entre les 15e et 16e siècles que l'église acquit son aspect actuel, sa salle de prière passant de 5 à 3 nefs, sa hauteur s'accentuant, son chœur et ses absides se couvrant de voûtes d'ogives. D'autres aspects soulignent toutefois l'influence musulmane, à commencer par le portail, où l'on remarque des parallèles artistiques avec l'architecture nasride et mérinide, régnant respectivement sur la région de Grenade et le Maroc actuel. Ainsi qu'avec les arcs brisés, dont la forme est gothique, mais le matériau, la brique, relève de la tradition musulmane. En somme, vous vous trouvez là face à une église gothico-mudéjar. Le terme mudéjar
désignant ici le style artistique né de la fusion des traditions chrétiennes et musulmanes de la péninsule. Quant à l'actuel clocher, il correspond évidemment à l'ancien minaret, dont on conserve encore la base. Les Castillans le revêtirent seulement de pierres de taille et de moellons, afin de supporter le poids des cloches. Mais ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'avant d'être une mosquée, il s'agissait également d'une église visigothique, voire même peut-être d'un temple romain. Et justement, on en conserve aujourd'hui des vestiges au sein de l'église et dans le patio. De l'époque romaine, on conserve notamment ce fût de marbre, présent sur un côté du patio. Un autre forme l'abbaye géminée du clocher, car au Moyen-Âge, chrétiens comme musulmans réutilisaient le matériel à leur disposition pour ériger de nouveaux édifices. Ainsi, des chapiteaux romains soutiennent également l'arc de l'entrée principale de l'église. Quant aux vestiges visigothiques, certains se situent dans le patio, notamment sa vasque, là où d'autres se localisent à l'intérieur, à l'image de la base sculptée de ce superbe pupitre. Enfin, la chaire épiscopale, que certains sites qualifient de visigothique, aurait plutôt été taillée au XVe siècle. Cette conjonction d'époque, de culture et de religion insuffle une âme particulière à cette église. Il en émane alors une énergie aussi apaisante qu'inspirante. Maintenant, je vous propose de faire quelques pas en direction d'un nouveau monument, religieux, encore une fois. Je me trouve à présent devant l'église San Martín. Alors auparavant, il s'agissait d'une mosquée du quartier de Niebla. Alors cette mosquée, elle a été convertie après la conquête chrétienne d'Alphonse X. Peut-être qu'elle aurait été convertie en synagogue, mais ce sont des hypothèses du 19e siècle, donc on ne peut pas savoir si c'est réellement la réalité. Ce qu'on sait par contre, c'est que par la suite, elle est devenue une église. Néanmoins, l'hypothèse de la synagogue reste crédible, puisque l'on sait à travers des registres fiscaux des années 1280-1290 qu'une importante communauté juive vivait à Niebla. Aujourd'hui, malheureusement, l'ancienne église est éventrée, ses trois nefs médiévales ayant totalement disparu. Jusqu'au XVe siècle, il s'agissait tout de même du principal lieu de culte de la ville, et le conseil municipal s'y réunissait régulièrement, dans l'église ou à proximité. En tout cas, espérons qu'elle puisse retrouver sa forme originelle, peut-être grâce aux travaux actuellement en cours. L'autre monument emblématique de Niebla, c'est son château, le château des Guzmán. Un château qui a une histoire très intéressante, qui remonte, là encore, à la période musulmane. Cette forteresse fut érigée à la toute fin du Moyen-Âge, en 1474. Son fondateur, Enrique de Guzmán, 4e comte de Niebla et second duc de Medina Sidonia, appartenait à la très puissante famille des Guzmán. Ayant pris son essor depuis la fin du XIIIe siècle, les Guzmán avaient continué de renforcer leur influence en Andalousie au fil des décennies. Preuve de leur ascension irrésistible, entre 1368 et 1369, ils reçurent des mains du roi Henri II de Castille la ville de Niebla. Juan Alonso Pérez de Guzmán, déjà seigneur de Sanlúcar de Barrameda, devint alors comte de Niebla et administrait désormais l'un des territoires les plus vastes du sud-ouest de la péninsule. Néanmoins, un siècle plus tard, la situation commença à se détériorer. Des luttes intestines divisèrent la noblesse castillane, allant jusqu'à nourrir de véritables guerres familiales. C'est dans ce contexte qu'Enrique de Guzmán entreprit l'édification du château de Niebla, censé illustrer la puissance politique et économique de son lignage. Pour mener à bien un projet aussi ambitieux, le comte s'appuya notamment sur une main-d'œuvre musulmane, dont une partie était libre, incitée à s'installer par des avantages fiscaux, et une autre captive, constituée par les prisonniers capturés lors des ultimes campagnes contre l'émirat nasride de Grenade. Quant au château en lui-même, vous le voyez, il n'y a pas grand-chose à voir, d'autant que quand j'y suis allé, il était en travaux. Alors, l'espace principal du château, c'est ce que vous voyez ici, c'est une immense cour qui a été divisée en deux parties. Vous avez une première partie qui est celle du fond, qu'on appelle le patio de caballeria. C'est en fait la partie de service, là où était la logistique du château. On y trouvait des écuries, des enclos pour les animaux, des greniers et des zones de stockage. Et puis au premier plan, vous avez le patio des armas, qui était en fait la partie plus seigneuriale où on trouvait les logements des occupants du château, des seigneurs. Et entre les deux, aujourd'hui, vous avez une sorte de mur, mais il faut savoir qu'auparavant, vous aviez un fossé et un pont-levis. Donc en ayant ça à l'esprit, vous voyez que le château, il avait un aspect beaucoup plus défensif qu'il ne l'a actuellement.
En sachant également que ce château il aurait été beaucoup plus intéressant s'il avait conservé son donjon. Alors son donjon c'était vraiment une tour qui était très haute pour vous dire à l'époque. C'était la deuxième tour la plus haute au moins d'Andalousie après la Giralda de Séville. Et le truc c'est que il s'est effondré à la suite du tremblement de terre de Lisbonne en 1755 et puis il a aussi été en partie détruit par les troupes napoléoniennes lors de leur retraite en 1812. Et ça c'est bien dommage parce que ça aurait été vraiment le clou du spectacle de ce château des Guzman. Enfin sachez que ce château des Guzman, il a été construit à l'emplacement de l'ancienne forteresse musulmane, mais malheureusement on n'en a aujourd'hui aucune trace. Aussi je vous rappelle que mes découvertes en Andalousie, je vous les partage en avant-première à travers des mails que je vous envoie régulièrement. En plus, parfois, le contenu de ces mails, il est exclusif parce que les sujets, je ne les traiterai pas toujours à travers ma chaîne YouTube. Ces mails aussi, c'est intéressant si vous comptez prochainement visiter l'Andalousie. Pourquoi? Parce que quand vous vous inscrivez à ces mails, eh bien, vous aurez immédiatement accès à la carte interactive que je mets à jour au fur et à mesure de mes visites. Vous aurez accès donc à toutes les localités que j'aurai visitées et aussi à des descriptions historiques de ces lieux et de leurs monuments. En plus de ça, grâce à ces mails, eh bien, vous serez tenu au courant du lancement de mes guides que j'écris sur l'Andalousie. Actuellement, il y en a 4 qui sont disponibles, 3 sur les villes principales de l'Andalousie touristiquement parlant, notamment donc Séville, Cordoue et Grenade, mais aussi un autre sur 100 000 lieux qu'il faut voir en dehors des sentiers battus. Donc si ça vous intéresse, ça se passe sur le premier lien en description. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner comme toujours et surtout à activer la cloche des notifications pour ne pas louper les prochaines vidéos qui vont arriver toujours sur ce thème, cette question de l'héritage musulman et du patrimoine musulman en Andalousie et notamment le patrimoine qui est méconnu. Et sur ce, bien, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des retours à me faire, si vous avez aussi des suggestions d'amélioration des vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Et sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Mais jusque-là, comme toujours, vous en avez l'habitude, portez-vous bien.